Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le Fils, la mère et la patrie dans le crime d'Olga Arbelina d'Andrzej Makin. Marek Mosakowski, Université de Gdańsk. De l'Oedipe roi de Sophocle au fameux complexe d'Oedipe de Freud, nombreux sont les avatars littéraires de ce personnage, tous visant à dévoiler sa complexité psychologique et les conséquences de ses actes. Affligé par la fatalité inexorable ou victimisé par les dieux, Oedipe reste néanmoins, par son destin exemplaire, un mythe fondateur non seulement de l'ordonnance logique du monde et de ses interdits, mais aussi de la culture occidentale tout court. Mais Oedipe, le fils qui tue son père, qui le remplace sur le trône, centre de toute signification, et qui finalement épouse sa propre mère, Oedipe, un héros emblématique que le destin pousse dans l'engrenage d'événements qui provoquent sa malédiction et sa chute, et surtout un individu en quête de son identité. Il veut répondre aux questions existentielles basiques, qui suis-je et que sais-je ? Quand à la fin de son enquête il trouve la réponse, elle s'avère mortifère. Car le savoir, comme trop de lumière, tue. Oedipe est en fait une figure paradigmatique de la connaissance déroutante de soi, figure profondément déchirée qui symbolise le rapport ambivalent de l'homme au monde extérieur, et surtout de l'homme à soi-même. Car la quête d'Oedipe implique le déchiffrage du monde illisible, la tentative de définir l'indéfinissable ou comme dans le roman d'Andrzej Makin Le crime d'Olga Arbelina, de nommer l'innommable qui résiste toujours au sens, plongé dans l'éternel oubli de la Cora, la métaphore de Platon dont Julia Kristeva s'est servie pour désigner l'espace maternel du pur désir, l'espace du polylogue et de la polyvalence originaire. Lacan définit cet espace présymbolique comme le réel, le commencement avant le commencement, le terrain libre de contraintes du langage, de la logique et du logo. Car ces trois dernières catégories sont des piliers de l'ordre symbolique, l'ordre de la loi du père postérieur à l'ordre du désir maternel. La recherche oedipienne, une relecture de soi visant à maîtriser le chaos sémiotique de la Cora, est une grande narration de l'aventure individuelle, un processus infini mais en même temps tortueux, de l'individuation. Toujours décliné au masculin. Un processus infini, mais en même temps tortueux, de l'individuation. Toujours décliné au masculin. C'est dans ce contexte oedipien que nous voulons analyser le crime d'Olga Arbelina, un roman qui se déroule dans le milieu fermé, pour ne pas dire reclus, des émigrés russes en France. Il raconte une relation incestueuse entre le fils et la mère, traumatisés tous les deux par l'hémophilie du garçon, l'expérience de l'exil politique et l'expulsion hors de leur contexte identitaire natal. Le crime d'Olga Arbelina décrit l'amour d'un couple interdit qui se situe délibérément en marge de la société et qui habite le cercle vicieux de l'autosuffisance et de l'autoconsommation. Car l'espace d'Olga et de son fils subit au cours du roman un rétrécissement progressif. Il culmine dans une réclusion totale au bord de la rivière, dans une petite baraque inaccessible aux autres. L'explosion de cet espace autarcique du désir maternel, divinisé par Olga prise d'un mysticisme incestueux, explosion provoquée par l'intervention des codes du monde extérieur, a pour corollaire l'aliénation mentale. Car dans l'espace de l'ordre symbolique, la quête identitaire féminine est interdite. Elle est une pure contradiction ontologique. Seule l'identité du mâle est permise dans cet ordre. Elle comporte la propulsion du sujet masculin de l'intérieur de la Cora vers l'extérieur de la loi, où les choses acquièrent leur définition stable et fixe. L'ascension de l'ombre à la lumière ne se fera jamais par Olga, car sa quête identitaire prendra le chemin inverse. Celui de la descente, de l'amour d'une mère séduite par son fils. La vérité déroutante de cette séduction est d'abord cachée à Olga. Au commencement, elle en jouit d'une manière inconsciente, mais les signes qu'elle déchiffre lui dévoilent insensiblement le mystère. Puis elle entre dans le jeu, elle se crée un espace privilégié de la jouissance, mais finalement elle sombre dans la folie et le crime imaginaire. De l'apothéose à la perdition, voilà son destin. Car le bonheur coïncide chez Olga, avec la découverte de l'abject et de la monstruosité. La dernière étape de sa quête identitaire en tant que femme sujet, comporte une chute dans l'horreur de l'abjection et la perte de son amour. Mais cet amour, elle veut le garder. Son seul désir est de perpétuer l'unité berceuse de la Cora, reconquise pendant quelques nuits d'hiver. L'unité d'autant plus précieuse qu'elle constitue le terrain libre de la non-signifiance, le calme rassurant hors de l'univers violent de l'ordonnance logique.
Le seul moyen pour la femme de faire revivre cette unité jouissive est la folie. Le fils d'Olga, adolescent maladif, dont le prénom nous reste inconnu, suit son propre chemin de la quête. Séducteur et bourreau de sa mère, un véritable boa constricteur, il relie et pour ainsi dire délimite, jusqu'à l'étouffement final, l'espace d'Olga. Retrouver son identité russe, jouer le rôle du père disparu en revêtant son manteau lors de chaque visite nocturne chez Olga, posséder la patrie perdue, puiser de l'essence ravivante dans le corps insouciant et victimisé de la mère, la création du sujet masculin à la base du vampirisme exercé sur la femme, voilà les thèmes majeurs du texte d'Andreï Makine. Car le vampirisme du fils d'Olga est à la fois symbolique et réel, vampirisme d'un jeune hémophile en danger permanent de perte de sang et d'essence, qui dès le début jusqu'à la fin du roman se nourrit de sa mère. La séparation du garçon et d'Olga, séparation définitive opérée par la décision arbitraire du prince Arbéline, père et mari, sommet du triangle familial, signifie littéralement la mort de l'enfant. Transporté par son père aux entrailles de la Russie stalinienne, restitué donc à la patrie, à l'incarnation pour ainsi dire de l'ordre symbolique, le fils est destiné à la perdition. La loi du père tue, la mère plongée dans la profondeur de l'innommable, nourrit, voilà un autre message paradoxal du roman. Le crime d'Olga Arbélina valorise-t-il l'ordre présymbolique, la jouissance incestueuse et la non-signifiance de la Cora comme seule nourriture comestible ? Voilà un dilemme à résoudre. Dans l'ouverture du roman apparaît une autre quête identitaire, quête vampirique, pareille à celle du garçon. Comme les deux autres, elle implique la lecture attentive des signes. Les touristes qui visitent le cimetière russe, avides d'anecdotes et d'historiettes, plongent, guidés par le vieux gardien, magicien de la narration, dans le passé lointain et mystérieux des morts. Le gardien se nourrit d'histoires de ces morts aussi bien que tous ceux qui désirent l'écouter. Dans cet univers du déchiffrage omniprésent, où chaque pierre tombale a quelque chose à dire et à révéler, arrive un jeune homme en veste de velours, à l'allure d'étudiant. Plus curieux et plus perspicace que les autres visiteurs, il demande au gardien des renseignements sur le tombeau d'une femme qu'il déniche parmi tant d'autres. C'est ainsi, à travers la curiosité du jeune homme, qu'on apprend l'histoire tragique d'Olga Arbélina, l'histoire que le gardien n'avait jamais révélée à personne. Un homme racontant l'histoire d'une femme à un autre homme qui ensuite va la raconter aux autres. Voilà un scénario digne du vampirisme narratif d'un abbé Prévost et de sa célèbre Manon Lescaut. Vampirisme qui constitue une maladie transmissible, car le désir d'écouter les histoires et de les faire passer aux autres est contagieux. L'affinité entre Manon Lescaut et le texte d'Andreï Makine est d'autant plus évidente que le jeune homme, écoutant l'histoire d'Olga lors d'une longue nuit d'automne, parachève, comme l'homme de qualité prévostien, sa propre quête identitaire. Enchanté par la narration du gardien, il découvre sa vocation littéraire car ce mangeur avide d'histoire, présent à l'ouverture du roman à la troisième personne, se révèle dans le dernier paragraphe à la première comme narrateur encadrant le reste du texte. Sa quête d'identité accomplie, il va se mettre à écrire. Et à encadrer. Car la structure du roman a plus d'un niveau d'encadrement. Et c'est elle-même qui fonctionne comme boa constricteur, le serpent invoqué à plusieurs reprises. Il y a donc l'encadrement extérieur, la visite au cimetière du narrateur in statu nascendi écoutant le gardien. Cet épisode, divisé en deux parties, constitue les limites extrêmes du texte au niveau de la chronologie. Mais il y a aussi un autre encadrement intérieur. Après quelques scènes initiales au cimetière, le texte se dirige directement vers l'accident sur la rivière. Le moment exact où Olga sombre dans la folie d'un côté, et la postérité de son aliénation de l'autre, c'est-à-dire les conséquences de sa maladie mentale, encadre le milieu du texte, l'histoire chronologiquement cohérente et plus ou moins linéaire de l'amour incestueux. À l'intérieur, au tréfonds du roman, ils sont toujours deux, inséparables l'un de l'autre, Olga et son fils, reclus dans une petite cabane, où lors d'un hiver particulièrement rude, séparés du reste du monde par la neige et les courtes journées sans soleil, ils trouvent la plénitude de l'existence. La plénitude qu'ils cherchent est celle de la non-signifiance, l'espace qu'ils désirent est celui du rétrécissement absolu de l'imaginaire. Mais ce rétrécissement final est consciemment préparé par degrés. Le champ existentiel d'Olga subit des limitations progressives, pareilles au destin historique de la Russie. La grande demeure nobiliaire de son enfance,
la vie de bohème à Saint-Pétersbourg, les privilèges d'une carrière aristocratique, tout cela disparaît en 1917, comme d'ailleurs le territoire de la Russie blanche qui à la fin de la Révolution est borné à quelques arpents de terre et quelques bourgades en Crimée, d'où Olga s'évade et finalement quitte sa patrie pour vivre en France. Mais en France elle continue son destin de réclusion progressive. Lasse du grand paraître des aristocrates russes, elle fuit délibérément Paris, choisit la vie simple dans un village provincial et qui plus est, étrangère aux autres et toujours mal comprise, elle s'installe avec son fils hémophile en marge de toute société humaine. Son seul but est de l'imiter, de contenir son espace vital comme d'ailleurs contenir le sang dans les veines de son fils est sa seule vocation. Ainsi, prise dans l'engrenage du désir naissant de son fils, elle découvre au tréfonds de son être la douceur de l'amour. L'amour absolu, le seul véritable de sa vie. Elle quitte son amant parisien et se consacre entièrement à l'expérience transgressive de l'inceste. Enfouie dans un espace purement imaginaire de la Cora, étrangère aux règles morales de la société civilisée, elle invoque Dieu, seul capable de la comprendre. C'est ce soir-là, ou le suivant peut-être, qu'une pensée la blessa par sa vérité douloureuse et belle. Si ce qu'il vivait pouvait se dire l'amour, alors c'était un amour absolu car frappé des apostrophes un interdit inviolable et pourtant violé, un amour vu par le seul regard de Dieu car monstrueusement inconcevable pour les hommes, un amour vécu comme l'éternel premier instant d'une autre vie. Depuis des mois ses pensées débouchaient sur l'impensable, et étaient devenues inutiles. Quelle divinité Olga réclame-t-elle pour bénir ses amours illicites? Quel Dieu, seul capable de comprendre l'absolu de son expérience, invoque-t-elle? Dieu de la tradition judéo-chrétienne, celui de la justice infinie, législateur et juge punissant sévèrement les transgresseurs lors du jugement dernier? Ou encore sa variante philosophique, Dieu qui chez Platon couronne la quête rationnelle de la vérité, Dieu des espaces solaires, du savoir lumineux des formes et des idées? Dieu qu'Olga s'imagine est-il celui du logo, gardien de l'ordre symbolique, décliné depuis Platon jusqu'à Lacan au masculin, où la femme est un sexe qui n'en est pas un, relégué au domaine de la non-signifiance, de l'innommable et de l'indicible? Pour un tel Dieu, seule la relation entre le Père et le Fils est ontologiquement justifiée. Celle qui existe entre la mère et la fille ou la mère et le fils, elle ne lui plaise pas. Il les destine à la rupture immédiate, à l'intervention du Père. Quelle est donc la divinité d'Olga? Dieu omniscient de la lumière de la loi, ou Dieu du commencement avant le commencement? Un Dieu chtonien, Dieu de la caverne de Platon, Dieu des ombres, de l'espace reclus et de l'étouffement constricteur? Or Olga Arbelina, telle Phèdre de Racine, fuit la lumière. Elle se cache dans le vide, elle choisit l'isolement, tous les vains ornements lui pèsent, la lumière lui nuit, et quand elle se met à déchiffrer les signes dans sa propre quête d'identité, sa période de prédilection est la nuit, la lune, les traces laissées sur la neige lors d'une promenade nocturne de son fils sorti de la maison pour ramasser du bois pour chauffer la chambre, où il dort avec Olga. Comme l'amour de Phèdre, son amour est transgressif. Comme l'héroïne éponyme de la tragédie de Racine, elle aussi représente la monstruosité, le serpent un élément de prime importance dans les deux textes. Dieu de l'ordre symbolique n'est pas Dieu d'Olga, ni d'ailleurs celui de Phèdre. Mais à l'encontre de cette dernière, Olga ne dévoile son secret à personne. Elle ne prend pas la parole 3 fois comme l'héroïne de Racine. Elle ne révèle pas son désir maternel, inhérent au monde présymbolique qui précède la construction du sens des mots et des choses. Craignant explosion de son espace privé, menacée par l'œil extérieur qui l'épiait dès le début de son amour, elle choisit le silence de la folie où la vérité du logo est abolie. Ainsi Olga rétablit sa tranquillité. Elle restitue le paysage originaire de l'enfance, la forêt russe couverte de neige, qu'elle s'imagine comme un paradis perdu, assise à la fenêtre du grenier dans son isolement de l'asile. Car l'hiver rude et froid, sans lumière comme dans la Russie de ses souvenirs lointains, est la saison préférée d'Olga, saison de la révélation de l'innommable du désir chtonien. À l'arrivée du printemps et du soleil, elle souffre. Son espace privilégié éclate. Elle est propulsée violemment de sa caverne, des tréfonds de sa vérité nocturne, vers la lumière réprobatrice du logo, qui n'est pas la sienne et qui l'anéantit. Le mouvement, le changement, le soleil qui brille trop, même les premières plantes qui commencent à percer le sol et à croître lui nuisent. Elle a peur de ce monde. Et quand elle jetait un regard dehors,
le flux de la vie printanière l'aveuglait par sa précipitation joyeuse. Tout dans ce monde changeait à vue d'œil. Les arbres, nus encore la veille, se couvrirent du voile bleuté des premières feuilles. Une longue tige sauvage perçait vers le soleil à travers les planches du perron. Les gens, comme sur un signe convenu, quittèrent les tanières calfeutrées de la horde. Ils étaient incroyablement nombreux, bruyants, pleins de familiarité et d'une vulgaire avidité de vivre. Tout l'aveuglait, l'assourdissait, la bousculait dans ce monde de lumière et de bruit. L'arrivée du printemps et puis de l'été amène une grande catastrophe, la séparation définitive entre Olga et son fils. Pour conjurer sa condition de malade et pour récupérer ses forces vitales, le garçon sort de plus en plus de la maison. Il cherche un champ élargi pour se constituer comme individu adulte, pour se libérer en tant qu'homme, de l'espace de la mère. Mais sa quête identitaire provoque chez Olga une crise de jalousie. Un jour son fils, accompagné de 2 autres garçons et 3 filles, se dirige vers la rivière pour sauter dans l'eau du sommet d'une poutre d'acier, poutre fatidique, le débris du vieux pont. Cette même poutre sera bientôt site de l'accident et du crime imaginaire. Olga a le pressentiment de la fin. Cachée derrière les branches d'un arbre, elle épie son fils accompagné de ses 2 copains et de quelques filles pour qui les 3 garçons font les sauts dangereux. Olga se meurt. Dans sa cachette, elle imagine la trahison, car son fils, illuminé par les rayons du soleil estival, désire impressionner une de ses amies. Son comportement d'adolescent s'inscrit ainsi dans la logique du monde de la loi. Mais Olga n'appartient pas à ce monde. Accablée par la jalousie, par la hantise de la perte, elle réagit violemment, recroquevillée dans sa souffrance. Elle sait qu'elle a déjà perdu son fils, très différent d'ailleurs de ses amis plébéiens, le fils qui craint pourtant cette différence, ne voulant pas l'accepter. Plus incroyable encore était ce guet affolé, torturant derrière le branchage des saules, près des ruines du pont. Elle était là, cachée, les yeux meurtris par ce qu'elle voyait à travers l'ondoiement des branches. Sur l'une des poutres d'acier, à quelques mètres de la rive, se dressaient 3 jeunes corps en maillot de bain. Un par un, ils sautaient dans l'eau en plongeant au milieu des blocs de béton qui hérissaient leur armature rouillée. Elle distingua la silhouette de son fils par une violente sensation de fragilité qui radiait ce corps très clair, élancé et si différent des 2 autres. Robuste, rougi par le soleil, aux jambes un peu courbes et courtes, des corps qui préfiguraient déjà la carrure masculine ordinaire. Ce souvenir estival constituera pour Olga une véritable obsession. Sa pensée va dorénavant osciller entre la lumière artificielle de sa chambre et la plénitude du soleil de l'extérieur. Mais elle se sent plus à l'aise dans sa réclusion. Elle veut revivre éternellement les longues nuits d'hiver avec le lit, la lampe et le poêle froid, où son fils mettait parfois du bois lors de ses visites nocturnes. Hantée par la perte du garçon, par son exode volontaire de l'espace du désir maternel, Olga aura toujours au fond de la conscience un jeune couple purement imaginaire, son fils et sa bien-aimée putative se promenant ensemble un soir d'été. Cette promenade imaginaire, effectuée dans l'espace public, abolit l'importance de l'espace privé d'Olga. Inscrite dans la logique du monde extérieur, cette promenade condamne l'expérience de l'absolu hivernal au silence et à l'oubli. Que va-t-il faire maintenant son fils de cette chambre, caverne platonicienne, révélation de la Cora, chambre illuminée par l'étroite fente de la nuit? Quel souvenir en gardera-t-il une fois le seuil de la maturité franchi, seuil qui va le restituer inévitablement à la loi du Père? Car l'ordre du logo doit comporter sur l'ordre de l'ombre. Trop de soleil, trop de logique, trop de sens, voilà la véritable source de la souffrance d'Olga. La souffrance d'une femme qui cherche à s'exprimer dans le monde masculin, celui qui s'étend à l'extérieur de la caverne, à l'extérieur de sa propre chambre. Mais là-bas, elle ne trouvera jamais son langage à elle. Car dans ce monde, celui de la poétique du mal, la femme ne sera jamais sujet. Elle devra chercher sa parole ailleurs. D'un bond, elle s'arracha à cette rêverie, se releva, alluma la lampe dont le socle était recollé avec des bandes de papier. Cette lampe. Le lit. Le poêle noir froid. Les rideaux avec l'étroite fente de la nuit. Et au fond de son regard, ce couple, 2 jeunes amoureux par un soir d'été. La dissonance était déchirante. Tout ce qui s'était passé dans cette chambre durant les nuits d'hiver était accepté et acceptable, pardonnable et pardonné à cette unique condition. Après il n'y aurait rien, un vide, un néant sans fond, la mort. À présent, ce printemps, cette promenade d'été imaginée est si probable,
ces amours si stupidement naturels et légitimes, toute cette niaise et souriante robustesse de la vie rejetait leur hiver dans l'innommable. Et puis lui, qu'allait-il faire lui de cette chambre? Sa pensée se débattait entre mille objets, cherchait la protection d'un souvenir, l'ombre d'une journée, mais le soleil d'été la poursuivait, la chassait sur la rive, vers les bruits, vers les voix. Trop de soleil. L'ombre, la folie, la catastrophe, la mort, voilà le seul destin d'Olga. Voilà son télo, celui d'une femme qui aspire à la subjectivité dans l'univers des codes masculins. Son espace privé du bonheur chtonien, libre de contamination du logo, est envahi de toutes parts et commence à éclater. Son fils choisit la lumière et l'espace ouvert de l'été. Il se libère de l'espace maternel. En plus, il y a cette âme sournoise, qui épiait Olga pendant l'hiver, témoin inopportun de son amour, exigeant maintenant le prix du silence. Dans son imagination maladive, Olga succombe au chantage. Soumise, elle accepte les caresses de Golay, qui la conduit en bateau sur la rivière vers la poutre fatidique, où le garçon a récemment franchi le seuil de la délivrance et de la maturité, et où maintenant Golay va trouver la mort. Est-ce un crime, cet accident? Ou plutôt la revanche de l'ordre chtonien qui demande une victime masculine pour l'offrir à la divinité de la caverne, seule à bénir les amours incestueuses? Car Golay, boa constricteur menaçant l'espace du désir maternel, devait périr. On l'élimine car il n'a pas le droit de vivre dans la logique pré-oedipienne du monde hivernal d'Olga. Dans ce seul sens, Olga est coupable, et son crime n'est pas purement imaginaire. Car s'il existe une divinité chtonienne, celle qu'Olga réclame dans sa vision de l'amour absolu, c'est elle qui l'a vengée. Et c'est elle qui la réintègre dans l'infini de la Kora, où les souvenirs de l'hiver dernier s'allient aux souvenirs lointains de l'enfance. Dans cet espace de la pure jouissance, le fils, mort depuis longtemps en Russie, coexiste éternellement avec la mère. Ainsi s'achève la quête identitaire d'Olga. Libérée définitivement de l'étreinte du logo, elle peut enfin réclamer sa parole à elle dans la folie. Le rôle de la mère dans le processus créatif ou l'existence de l'artiste par procuration, la promesse de l'aube de Romain Gary. Anna Louchenkova, Université de Limoges. I was always going to be a great writer. His mother had decided that. Leslie Blanche. Romain Gary est un écrivain français unique du XXe siècle, mais également l'un de ses plus grands mystificateurs. En effet, il n'existe aucun avis unanime sur sa vie même, y compris sur ses origines, cela étant dû au mystère qu'il entretenait. La reconstitution de son enfance et de ses relations avec sa mère dans La promesse de l'aube est l'un des mythes créés par Gary. D'ailleurs, l'auteur précise que ce n'est pas une biographie. Ce livre est d'inspiration autobiographique, mais ce n'est pas une autobiographie. Sous la plume, sous le pinceau, sous le burin, toute vérité se réduit seulement à une vérité artistique. Faut-il chercher une vérité autre qu'artistique dans son œuvre, dans ses personnages qu'il n'a jamais cessé d'inventer, non seulement dans ses livres mais encore en lui-même 12, dans ses multiples identités, dans les légendes inventées par Gary sur son passé, sur ses origines et sur lui-même? La réponse de l'écrivain donnée dans l'un de ses entretiens était la suivante: la vérité? Quelle vérité? La vérité est peut-être que je n'existe pas. Cette affirmation est à rapprocher de la phrase finale de La promesse de l'aube, j'ai vécu, qui signale le manque de certitude du protagoniste quant à la réalité de son existence. Dès le début de la narration, l'aspiration première du héros se place au centre du récit, devenir quelqu'un. Cette nécessité formulée ainsi lui vient de sa mère, celle qui est non seulement le pilier de l'histoire et de la vie du personnage, mais encore celle qui, dans un certain sens, se trouve à l'origine de cette œuvre. Tu seras D'Annunzio. Tu seras Victor Hugo, prix Nobel. Ce n'est pas seulement la future réussite de Romain que sa mère prédit. Elle préfigure l'identité de son fils, et elle ne lui impose ni plus ni moins que la mission, se référant à son propre vocabulaire militaire, de réparer l'injustice de la vie envers elle et de devenir son happy end. La justice consistait dans le fait de donner un sens à la vie de Nina, aux constants sacrifices et à toutes les humiliations auxquelles elle a fait face. Cette justice prend un sens plus large pour le narrateur puisqu'elle implique la nécessité de la victoire sur la bêtise et la méchanceté humaine, le besoin de rendre la dignité aux hommes. Toutefois,
Il y a également une autre signification de la justice que la mère attend de son fils, et qui semble être essentielle dans la prédéfinition du destin d'artiste de Romain. En effet, tandis que plusieurs exemples dans le roman permettent de supposer en elle un certain don d'artiste, Nina elle-même n'a jamais été reconnue en tant qu'artiste de talent. Ainsi, sa récitation de Waterloo de Victor Hugo et l'effet que cela produit sur le narrateur le démontrent. D'ailleurs, elle s'avère aussi capable de concevoir toute une mythologie qui, nourrissant l'imagination de son fils, en modela sa personnalité. De plus, elle contribue à former en Romain sa vocation d'insoumis, en lui faisant la narration de dieux ennemis avec une telle force de conviction qu'ils devinrent pour lui plus réels et plus visibles que les objets les plus familiers d'X9. D'autres exemples de ses capacités créatrices peuvent être relevés, d'une part dans le mythe du père brillant de Romain ou d'autre part dans l'image de la France qu'elle crée. D'ailleurs, le narrateur reconnaît la force d'influence du talent de sa mère sur lui. Ma mère m'avait raconté trop de jolies histoires, avec trop de talent et dans ces heures balbutiantes de l'aube où chaque fibre d'un enfant se trompe à jamais de la marque reçue, nous nous étions fait trop de promesses et je me sentais tenue vain. Elle apparaît non seulement en tant que conteuse de talent, mais elle agit également en tant qu'auteur de lettres inspirées. Dans toutes les manifestations de ses capacités artistiques, le principal spectateur et lecteur est toujours présent, Romain, impressionné et influencé. D'ailleurs, il est son œuvre la plus réussie. Non seulement elle l'a engendrée, mais également elle participe à la formation de sa personnalité. Elle le crée, comme un écrivain crée le narrateur d'un roman, en le dotant de son propre type de conscience existentielle, de sa vision du monde, avec l'ensemble de ses impressions et de ses émotions, en reproduisant de ce fait l'image de sa propre personnalité artistique. De cela provient la manière de Romain d'aborder sa vie, comme une œuvre artistique en élaboration. À travers lui, elle aspire à réaliser son désir le plus profond, être reconnue par d'autres en tant que grande artiste, c'est-à-dire avoir l'identité d'une artiste si l'on définit l'identité de la façon suivante. Mon identité, c'est ce par quoi je me définis et me connais, ce par quoi je me sens acceptée et reconnue comme telle par autrui. C'est de cela que son fils lui fait promesse. D'ici proviennent les recherches désespérées d'une vocation pour Romain. Les échecs consécutifs en musique, chant, danse, tennis engendrent des reproches et un sens de la culpabilité, notions qui vont imprégner le roman. Pourtant, au crépuscule de sa vie, le narrateur résume cette époque de sa vie à une seule et unique ambition, faire plaisir à celle que j'aimais tant. Il accepte même pour sa mère de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas seulement des passages quand elle lui fait lever les yeux vers le ciel pour voir dans son visage celui de la personne qu'elle avait aimée. Ce sentiment étrange apparaît aussi quand sa mère le regarde pour la première fois avec gratitude, au moment où le mandat de 500 francs leur parvient. Cette scène augure celle de la vie devant soi, le deuxième livre écrit sous le pseudonyme d'Émile Ajar, le chagrin insoutenable de Momo apprenant que Madame Rosa s'occupait de lui seulement pour toucher un mandat à la fin du mois 25, et la déception profonde du garçon. Je croyais que Madame Rosa m'aimait pour rien et qu'on était quelqu'un l'un pour l'autre. Les deux personnages, qui sont en quelque sorte les doubles, éprouvent à un certain moment de leur existence une profonde angoisse. Ils craignent de ne pas pouvoir être aimés juste pour ce qu'ils sont. Finalement, Romain arrive à accepter comme inévitable le fait qu'il puisse y avoir des motifs plus ou moins intéressés dans les sentiments que l'on exprime à son égard. Il ne cherche plus à savoir ce qui se trouve derrière la manifestation des sentiments, mais veut d'avance répondre aux souhaits des autres. Le cas du chat qui vient consoler le garçon, en réalité attiré par les miettes du gâteau, apprend à Romain « J'ai toujours pensé depuis qu'il vaut mieux avoir quelques miettes de gâteau sur soi, dans la vie, si on veut être aimé d'une manière vraiment désintéressée. » Avec sa mère, il aspire de tout son fort intérieur à correspondre à ses attentes. Il cherche à prouver qu'il a droit à son amour. Il est prêt à changer son identité et à trouver un pseudonyme puisqu'elle le souhaite. Mais la prédéfinition de l'identité de Romain par sa mère ne s'arrête pas là. Elle touche à ses différentes composantes, professionnelles, sexuelles, sociales et émotives. Ainsi, elle lui impose le choix de sa sexualité. L'idée que son fils pût être autre chose qu'un homme aimant les femmes lui était intolérable. Ces récits inspirés de futures victoires amoureuses de son fils n'y sont pas pour rien. De la même façon,
Elle modèle la perception par Romain du monde extérieur et de ses relations avec autrui, l'idée que leur union soit entourée par un univers hostile étant constamment sous-entendue dans ses propos. Dans le langage de Nina, cela se reflète dans l'usage du pronom personnel « il », signifiant ce monde hostile. Ils le regretteront. Tu as peut-être du génie, et alors ils te feront crever de faim 30. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire 31. Ou dans le dernier cri de Nina qui est entré dans le cœur de Romain pour y demeurer à tout jamais, on les aura. Nina ne mène pas une vie mais une lutte dans laquelle elle entraîne son fils. Sa façon de parler rappelle celle d'un général au champ de bataille. Même si ils ne sont pas forcément les gens qui entourent l'union de la mère et du fils, mais plutôt les dieux ennemis de la mythologie créée par Nina, la présentation de la vie au petit Romain comme un combat épique finit par influencer ses rapports avec tous ceux qui l'environnent. Le narrateur revoit un épisode qui lui permit d'examiner sa conscience et d'essayer de changer ses rapports avec le monde extérieur. Cela arrive le jour où il s'évanouit de faim et de la rage que cette inanition provoque en lui, n'ayant pas osé demander de l'aide. Même au moment où on le trouve évanoui, Romain refuse de confier les raisons de son malaise. Comme souvent, la rage devient la source de son inspiration artistique et tout en créant, une réflexion lui vient à l'esprit. J'avais aussi manqué de confiance dans mes semblables et n'avais pas tenté d'explorer suffisamment les possibilités de la nature humaine, laquelle ne pouvait tout de même pas être entièrement dépourvue de générosité. Malgré les efforts qu'il fait pour changer ses relations avec autrui, il reconnaît avoir manqué de fraternité dans sa vie. Il hérite de la solitude de Nina, tout en se rendant compte que la focalisation de ses sentiments envers un seul et unique être sort de l'ordre de l'ordinaire. En ce qui concerne le domaine émotif, Romain ne possède pas non plus d'autonomie. La coïncidence réitérée de ses émotions avec celle de sa mère démontre que le personnage, vivant à travers les sensations de sa mère, devient son miroir. D'abord, le fils découvre que la façon dont il répond psychologiquement aux événements s'avère souvent être tout à fait similaire à celle de sa mère, comme par exemple sa réaction à la lecture de l'analyse psychanalytique faite par une lectrice du manuscrit de son roman. Dans ce passage rempli d'ironie et d'humour on ne peut plus garien, la mère et le fils, géographiquement séparés l'un de l'autre, réagissent de façon tout à fait identique, avec une fierté démesurée, à cet événement ressenti par eux deux comme le premier signe que Romain devenait finalement quelqu'un 34. Plus tard, après leur séparation due à la guerre, cet effet se renforce, se traduisant par une impossibilité pour Romain de s'autogérer. Il reconnaît que la personnalité de sa mère s'est révélée être plus forte que la sienne. Elle est devenue la partie constitutive de sa personnalité à lui. Son souffle vint m'habiter et se substitua au mien, et devint véritablement moi, avec toute sa violence, ses sautes d'humeur, son manque de mesure, son agressivité, ses attitudes, son goût du drame, tous ces traits d'un caractère excessif qui finirent par me valoir dans la période qui suivit auprès de mes camarades et de mes chefs, la réputation d'une tête brûlée. 35. Cette situation étrange est vécue par le narrateur comme un malaise de son esprit, et il fait de grands efforts pour libérer sa conscience de cette emprise. Il cherche significativement à le réaliser à travers l'art, même si ce n'est pas sa propre création artistique mais celle des autres. Il contemple les créations artisanales orientales, s'y plongeant totalement afin de briser les chaînes maternelles. Ce besoin de nouvelles impressions, formes, couleurs, nouvelles dans le sens de jamais vues ni par lui ni surtout par sa mère, transcrit la tentative d'échapper au giron maternel dans l'univers tout nouveau pour le narrateur, où la présence de sa mère lui semble impossible. Cependant, ces efforts ne sont que des palliatifs, et parmi tous les horribles épisodes que le personnage a pu vivre, y compris les événements de la guerre, il considère que le plus abject accident de sa vie a été l'un des moments où sa conscience s'est trouvée sous l'emprise de sa mère, et où il ne parvenait pas à empêcher les reproches maternels de résonner dans sa tête. En modelant l'identité de son fils, Nina détruit inlassablement les caractéristiques qu'il essaie de s'approprier à son gré, gardant pour elle seule le monopole du domaine de la construction d'identité de Romain. Ainsi, dès sa première apparition dans le roman, dans la scène qui est le modèle caractéristique de leur relation, elle renverse la réputation de son fils péniblement acquise de dur, de vrai et de tatoué. En outre,
Les reproches qui s'attaquent aux discordances entre ce que la mère de Romain voulait qu'il soit et ce qu'il était vraiment, résonnent tel un refrain dans le roman, comme par exemple l'accusation de ne pas avoir au fond de lui ce qu'il fallait pour faire un Français. Tout cela provoque de lourdes dissonances intérieures dans la personnalité de l'artiste. Romain, ne sachant plus différencier ce qu'était le rêve de sa mère et ce qu'il était réellement, navigue entre ces identités oscillantes. Il tente de correspondre à ce que sa mère attend de lui, insatisfait par sa nature profonde qui ne correspond pas toujours à son image tracée par Nina. À ce propos, la réponse de Romain Gary au questionnaire de Proust ou à la question « Ce que je voudrais être ?» est significative. Il répond « Romain Gary, mais c'est impossible. » Écrasé par l'horreur de ne pas pouvoir réaliser les rêves de sa génitrice, le narrateur n'ose même pas se considérer en tant que personnalité libre. Tout en espérant rendre justice à tous les hommes, il se prive du droit fondamental de vivre librement. Il accepte l'idée de sa mère selon laquelle sa vie doit être jetée dans le plateau de la balance pour rétablir l'équilibre d'une vie de sacrifice et d'abnégation carente, celle de Nina. Son désir de se libérer de la personnalité maternelle reste inassouvi tout en se traduisant par des efforts inconscients pour séparer son identité de celle de sa mère. Ainsi, l'acquisition de la nationalité française imposée par sa mère est en elle-même la seule caractéristique qui permet à Romain d'essayer de le faire. Si partout ailleurs dans le roman le pronom personnel singulier « je » tend à être remplacé par sa forme plurielle « nous », comme si Romain n'existait pas séparément de sa mère, le protagoniste emploie l'adjectif possessif singulier « mon » pays par rapport à la France, en accentuant son appartenance à ce pays, à la différence de sa mère qui pour lui est restée russe, même si elle connaissait parfaitement notre langue, ce qui veut dire la langue de nous, les Français. Malgré l'idée exprimée par des personnages gariens et ajariens que la famille ça ne veut rien dire 41, et que le nom du père, de la mère c'est du snobisme, la quête des origines est omniprésente dans La promesse de l'aube ainsi que dans sa version inversée qu'est La vie devant soi. Dès le premier paragraphe de La promesse de l'aube, la notion de famille apparaît. Une famille de phoques contemplée par le narrateur lui fait songer à quelque tendresse essentielle. D'ailleurs, le père de cette famille animale attire particulièrement son attention, puisque c'est un père dévoué comme Romain le caractérise significativement. Le fait que ce père phoque soit représenté au moment de la distribution de la nourriture, souvent associé au rôle maternel, est très équivoque. Le renoncement évident au père coexiste chez le narrateur avec le désir inassouvi du père. Un père aurait fait beaucoup mieux l'affaire, avoue Romain avec une certaine amertume en parlant des nombreux professeurs embauchés par sa mère dans le seul but de découvrir ses talents. Il revient sur son manque de présence paternelle dans son commentaire d'une interprétation psychanalytique faite par une lectrice de l'une de ses œuvres. Il annonce être atteint par tous les complexes possibles, à l'exception du complexe d'Oedipe, je me demande bien pourquoi. Le héros de La vie devant soi cherche quant à lui la solution en faisant un appel désespéré à son pouvoir créatif, pour imaginer un flic qui allait s'occuper de tout et qui allait être comme un père pour lui. Deux raisons principales sont à l'origine de la quête du père. D'un côté, Romain est convaincu qu'il n'aurait pas à subir cette charge d'amour 49 si sa mère avait un autre homme à ses côtés. Dans ce cas, toute l'histoire de la vocation du héros aurait pu être différente. Ainsi le père ou plutôt son absence, y joue un rôle définitif. Désirant se libérer de l'emprise maternelle, Romain cherche à arranger le mariage de M. Zaremba avec sa mère, tout comme Momo celui de Madame Rosa avec M. Hamil. D'un autre côté, la quête parentale en révèle une autre, la recherche des origines. En espérant le mariage de sa mère avec M. Zaremba, Romain rêve non seulement de pouvoir être libéré de l'amour écrasant de sa mère, mais encore de pouvoir hériter des ancêtres à travers cette union. À son doigt, je voyais la chevalière marquée des armes de notre vieille race, le herbe des Zaremba. Il allait sûrement me donner son nom. J'allais avoir non seulement un petit frère, mais aussi des ancêtres. Le désir du héros de La promesse de l'aube de mettre un terme à ses vacillements identitaires le conduit à chercher des points de repère dans ses origines. Il souligne ses racines quelque peu asiatiques, ses ancêtres tartares, son mélange de sang juif, cosaque et tartare. Pourtant, c'est le récit de la mère qui prévaut sur l'histoire des origines du héros. Romain choisit alors, encore une fois, de recourir à l'art.
La découverte de ses aspirations artistiques, le goût de chef-d'œuvre, qui se trouve être l'un des traits de sa nature profonde, devient très importante pour lui, comme tout ce que lui permet de découvrir son moi propre. Ce qui l'attire le plus dans le monde imaginaire, c'est la possibilité de vivre une vie différente, pleine de justice, à travers les personnages qu'il invente. Ainsi, l'art se trouve être le seul moyen de vivre réellement, puisque seule la création lui permet de jouir du rôle de créateur d'existence, même si elles ne sont qu'imaginaires, et de se les approprier. Comme lui-même ne vit que par procuration, de la même façon ces personnages n'existeront qu'à travers sa genèse. La création littéraire lui apparaît ainsi être une feinte pour tenter d'échapper à l'intolérable, une façon de rendre l'âme pour demeurer vivant. Cela implique de tuer en soi l'identité engendrée par sa mère, en la remplaçant par les identités de ses personnages, et ainsi rester en vie à travers eux, de même pour Momo qui invente des clowns, une lionne, un policier et d'autres personnages. Il est capable de doter de vie et d'identité même un parapluie, qui lui devient un compagnon inséparable. Dans le cas de Romain, sa mère, facteur primordial dans la formation de son moi, détermine complètement la genèse de sa conscience artistique. Étant le médiateur des vecteurs qui ont formé la dominante de la conception ontologique de son fils et de sa représentation du monde, elle se trouve à l'origine de sa formation en tant qu'artiste tel qu'il le devint, sensible à des aspects existentiels bien prédéfinis par elle. Nina s'oppose ainsi à son envie de s'exprimer à travers la peinture, et d'explorer sa vocation dans ce champ. Malgré le sentiment d'une vocation manquée, le fils obéit. Le simple fait de créer ne lui suffit donc pas pour exister, car ce n'est pas lui, mais sa mère qui s'exprime à travers son œuvre littéraire. Le passage où le narrateur apprend que son premier roman va être publié aurait pu être interprété comme la naissance de sa propre identité, si l'analyse se faisait à partir uniquement de la version française de La Promesse de l'Aube. Mais la confrontation avec la version écrite par Romain Gary en anglais confirme que c'est la personnalité artistique de sa mère qui se manifeste à travers son œuvre. Ce n'est pas « j'étais né » mais « nous étions nés ». C'est pour cela qu'après avoir vu sa première œuvre publiée, au lieu d'en éprouver de la joie, le narrateur se sent étrangement triste, son espoir de se réinventer s'avérant irréalisé. Lui-même caractérise cette triste découverte ainsi: « Je venais de donner mon premier coup d'épée dans l'eau 59. » Ce qui compte pour lui, c'est de se recréer. Cela prend forme dans l'influence que ce personnage exerce sur son auteur même. De la sorte, la création par Romain Gary d'Émile Ajar peut être expliquée par son envie de s'inventer par lui-même. D'ailleurs il le dit lui-même dans Vie et mort d'Émile Ajar, c'était une nouvelle naissance. Je recommençais. Tout m'était donné encore une fois. J'avais l'illusion parfaite d'une nouvelle création de moi-même, par moi-même. L'envie de se libérer de son identité, laquelle lui avait été collée sur le dos une fois pour toutes, résulte dans l'expérience de devenir l'auteur, non seulement d'une œuvre littéraire, mais encore d'une nouvelle identité artistique. Il joue le rôle de géniteur en créant Émile Ajar, et choisit quelqu'un de sa famille, son petit cousin Paul Pavlovitch, pour l'incarner. De nombreuses recherches démontrent la différence fondamentale de l'œuvre signée Émile Ajar par rapport à celle de Romain Gary, même si leur parenté reste évidente. C'est à la fois la transformation du style de l'écriture, et l'apparition de nouveaux thèmes ou plus exactement une autre façon de traiter les sujets déjà abordés. C'est une autre conscience artistique qui surgit. La liberté avec laquelle l'auteur traite de certains sujets, ceux-ci n'ayant été qu'implicitement abordés dans les romans signés Romain Gary, démontre aussi cette transformation. Paul Pavlovitch remarque en parlant du premier roman d'Ajar, Gros câlin, Romain répéta plusieurs fois que sans ce pseudonyme il n'aurait pas pu écrire cette œuvre. Trop nu, trop à découvert, avec ses demandes et ses besoins. Tout en faisant exister Ajar, l'écrivain continue de se publier sous le pseudonyme de Romain Gary, en montrant d'ailleurs une productivité prodigieuse. À toutes les identités oscillantes de l'artiste s'en rajoute une nouvelle, peut-être la plus problématique d'entre toutes les autres. Après avoir signé plusieurs centaines de fois, si bien que la moquette de ma piole était recouverte de feuilles blanches avec mon pseudo qui rampait partout, je fus pris d'une peur atroce. La signature devenait de plus en plus ferme, de plus en plus à elle-même pareille, identique, telle qu'elle, de plus en plus fixe. Il était là. Quelqu'un, une identité, un piège à vie,
une présence d'absence, une infirmité, une difformité, une mutilation, qui prenait possession, qui devenait moi. Émile Ajar. Je m'étais incarné. Écrire La mère disparue, Albert Cohen et Charles Juliet. Sylvie Langrand, University College Galway, Ireland. Bien que publié à quelque 40 ans de distance, le livre de ma mère d'Albert Cohen et Lambeau de Charles Juliet, parus respectivement en 1954 et 1995, sont fort intéressants à comparer dans le cadre d'une étude du rapport entre la mère et l'écriture, rapport complexe et douloureux dans les deux ouvrages. Par l'écriture, et dans Lambeau en particulier, Charles Juliet redonne vie et réalité à une mère qu'il n'a pas connue, morte dans des circonstances tragiques. Ce faisant, il retrouve la force d'accepter le passé et l'équilibre nécessaire à une approche sereine de la vie. Les obstacles jusque-là rencontrés dans le processus créatif et dans la vie de tous les jours sont surmontés par la rédaction même de ce livre, que l'auteur aura mis plus de 10 ans à écrire, et qui marque un réel tournant dans son parcours tant personnel que littéraire. Avec le livre de ma mère, Cohen consacre lui aussi un ouvrage à la mère décédée. Il y révèle les qualités d'une femme modeste et effacée, et lui exprime l'amour qu'il n'a pas toujours su lui montrer. Ce livre-hommage est toutefois empli de la conscience de ses limites, et parsemé de commentaires qui disent l'inanité de l'écriture quand celle-ci vise à retrouver l'amour perdu, et à se délester d'un sentiment de culpabilité difficilement supportable. S'écrire en écrivant la mère, Lambeau ou l'écriture libératrice. Lambeau se présente comme un diptyque aux deux parties de longueur à peu près équivalente. Dans la première, centrée sur la mère et rédigée à la deuxième personne du singulier, Charles Juliet s'adresse à cette femme qu'il n'a pour ainsi dire pas connue. Il la fait revivre en évoquant son existence, depuis l'enfance paysanne rude et solitaire, marquée par l'abnégation et par le désir tenaillant de s'éduquer pour s'évader d'un environnement trop étroit, jusqu'à la maturité tout aussi frustrante que l'ont été les années de jeunesse, avec la mort du jeune homme qu'elle aimait, puis un mariage dénué de passion et 4 maternités rapprochées. Le récit de cette existence de sacrifice se clôt par l'évocation de l'enfermement en asile psychiatrique et par la mort qui s'ensuit, mettant une fin tragique à un parcours de vie qui ne l'était pas moins. La deuxième partie de l'ouvrage est également rédigée à la deuxième personne du singulier, mais l'auteur s'adresse cette fois à lui-même. Il retrace l'enfance passée au sein d'une famille adoptive à laquelle il est très attaché, l'adolescence dans une école d'enfants de troupe, puis l'âge adulte, et à travers les années, toujours ce sentiment diffus de l'écart, de la différence. Désir de mourir et soif de connaissance dominent par ailleurs ce récit de soi comme il dominait celui de la mère. De cette composition en deux parties et des procédés d'écriture qui y sont mis en œuvre, découlent plusieurs remarques. Sur la forme retenue par Juliet, tout d'abord. L'approche novatrice de ce récit de vieillesse peut s'expliquer par le besoin de trouver son propre langage, tant d'un point de vue personnel que littéraire. Il s'agit d'élucider ce qui, de l'aveu de l'auteur, l'a toujours hanté. Il lui faut trouver ce qui est à l'origine de sa timidité maladive et de sa souffrance. Seule une écriture personnelle, sans référence obligée à un genre, offre un moyen d'expression approprié. Avec ce livre qui puise au plus profond et au plus douloureux de l'être, Juliet opte pour une forme originale, mêlant biographie et autobiographie. Une biographie mais reconstruite, faite à partir de parcelles de vie sur une mère qu'il n'a pas connue, et où l'imagination par conséquent joue un rôle. Une autobiographie mais écrite à la deuxième personne et succédant à la partie biographique. Cette succession biographie-autobiographie m'amène à ma deuxième remarque. La biographie de la mère est nécessaire pour l'avènement de l'autobiographie du fils. Elle est une étape essentielle, vitale même, sans laquelle la seconde ne peut être. Les images de parturition et de naissance, en fin d'ouvrage, sont à ce titre significatives et du poids de l'enjeu, et de la valeur accordée à ce qui a précédé la redécouverte de soi. Dans l'écriture de ce livre, un être est à la forge, une personnalité se façonne, et c'est à son élaboration que nous assistons. Enfin, la conception de l'identité que révèle ce texte de manière implicite est celle d'une identité en devenir, tout comme est en devenir l'écriture qui se déroule et le processus identitaire qu'elle génère et accompagne. Dans les dernières lignes du texte, empreintes d'un espoir qui tranche sur la tonalité du reste de l'ouvrage, le regard est orienté vers les jours à venir et ce qu'ils portent de promesses.
Le passé a été évoqué, accepté et compris. Place peut être faite au présent et l'avancée est désormais possible. On peut ainsi parler de dynamique dans ce récit qui pourtant, pour une grande part de l'ouvrage, s'inscrit sous le signe de l'immobilisme, mère prisonnière de son milieu puis enfermée dans une institution, fils se sentant lui aussi retenu, en difficulté à l'école puis plus tard se heurtant à la difficulté de l'écriture. Le texte permet de libérer l'énergie créatrice en même temps qu'il libère l'expression de soi par la lumière faite sur le passé. Longtemps cru impossible, une progression s'est enfin réalisée. L'écriture est donc inextricablement liée chez Juliet à la construction de l'identité personnelle, et à la mère. Elle est une activité lentement acquise, difficile et marquée par la souffrance, une conquête sur le langage, mais aussi sur soi, les deux se nourrissant l'un de l'autre. Car si l'auteur a eu besoin des mots pour se raconter, il lui fallait également se connaître et cerner ce qui l'entravait, en particulier un sentiment de culpabilité envers la mère, pour pouvoir le formuler et ainsi s'en délivrer. Ajoutons que l'écriture est le lien qui rend possible la relation à la figure maternelle disparue. Sans elle, point de rapport fils-mère et point d'identité non plus. Le texte est l'espace dans lequel ce rapport s'effectue et l'écriture, l'acte par lequel il advient. Ceci est implicite dans les 2 pages de la préface, où il est question de ces instants que je voudrais revivre avec toi. Page 8. Aveu qui fait de l'entreprise littéraire le moyen de réaliser une proximité et une connivence qui n'ont jamais été. Quelques lignes plus loin est explicitée la démarche dont procède l'ouvrage, te ressusciter. Te recréer. Te dire au fil des ans et des hivers avec cette lumière qui te portait, mais qui un jour, pour ton malheur et le mien, s'est déchirée, page 8. Le but que se fixe l'auteur est très précisément énoncé. Redonner vie à la mère disparue et ce faisant, résoudre ce que le destin avait irrémédiablement séparé. L'auteur est semblable à un démiurge qui crée à partir de l'informe, pour lui donner consistance et cohérence. Ceci est d'autant plus vrai que Juliet a dû reconstituer une vie sur laquelle il savait peu de choses. À partir de bribes, il lui a fallu retisser le dessein de la mère et recomposer un tout signifiant, c'est-à-dire conférer un sens à la tragédie de sa vie, à celle de sa mort, pour rendre plus supportable l'absence. Par la page et l'encre interposées, la vie de la mère prend peu à peu forme et épaisseur. La question de la véracité demeure secondaire, voire superflue. Peu importe en effet que les détails donnés relèvent de la vie réelle, ou de la vie imaginée. Ce qui compte est l'acte de reconstruction auquel il contribue et ce qui en résulte, une reconstruction, notons-le au sens quasi chirurgical du terme, comme on le dit d'un visage défiguré ou d'un membre déchiqueté qu'il s'agit de réparer. Car c'est bien d'être et de vie meurtrie qu'il est question que l'écriture cherche et parvient à soulager. En faisant revivre la mère, le fils s'auto-engendre. Il permet l'avènement d'un nouveau moi, régénéré, rasséréné, enfin délivré d'une culpabilité oppressante, celle d'avoir précipité la mort de la mère. Il est révélateur que soit utilisée à la fin de l'ouvrage la même expression qu'au tout début du texte, te recréer. Page 8, page 140, mais concernant cette fois l'auteur lui-même, non la mère disparue. Par ailleurs se retrouve appliquée au fils la même démarche que pour la mère, un processus de reconstitution de la personne en faisant place nette, page 140, pour être à même de découvrir son être véritable. Repousser tes limites, trancher tes entraves, te désapproprier de toi-même tout en te construisant un visage, page 144. Pour compléter cette analyse, ajoutons que l'auteur note à plusieurs reprises le besoin dont procède sa démarche. Il ne s'agit pas d'une entreprise élaborée selon un plan précis répondant à un choix, mais de l'expression d'une demande lancinante qui exige réponse. Dès l'adolescence un besoin était apparu en toi, et quand il s'est fait impérieux, si les circonstances avaient empêché que tu lui cèdes, ta santé mentale en aurait été gravement perturbée. Ce besoin, absolument vital, te commandait de travailler sur toi-même en vue de t'unifier, t'amender, croître, accéder à toujours plus de lumière, un espace toujours plus vaste. Page 150. L'écriture de Lambeau émane du besoin d'éclairer la part de soi restée dans l'ombre, qui se confond en l'occurrence avec la figure maternelle. Écrire la mère pour devenir fils, déchiffrer l'énigme page 146 de la mère pour gagner son autonomie. Ainsi se présente ce texte où au fil des mots comme au fil de ces saisons qui scandent l'ouvrage, se façonne un être neuf, adulte, et surtout plus serein. Une illusoire consolation.
Le livre de ma mère ou l'écriture ressassante. Le livre d'Albert Cohen est également un récit autobiographique, mais presque entièrement dédié à la mère et rédigé à la troisième personne du singulier, les passages écrits à la première personne étant peu nombreux. Par ailleurs, alors que chez Juliet nous avons affaire à une mère que l'auteur n'a pas connue et qu'il recrée par l'écriture, chez Cohen, la mère a été très présente dans la vie de l'auteur et son souvenir est encore vivace au moment de la narration. À la reconstruction à partir du vide chez Juliet, s'oppose donc la remémoration d'une présence chez Cohen. Mais une analyse plus serrée permet tour à tour de contraster et de rapprocher les deux ouvrages. Prenons les premières lignes du livre de Cohen. Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte. Ce n'est pas une raison pour ne pas se consoler ce soir, dans les bruits finissants de la rue, se consoler ce soir avec des mots. Oh, le pauvre perdu qui devant sa table, se console avec des mots devant sa table et le téléphone décroché, car il a peur du dehors, et le soir si le téléphone est décroché, il se sent tout roi et défendu contre les méchants du dehors si vite méchants, méchants pour rien, page 7. L'évocation de la solitude et de l'enfermement, et le recours à l'écriture pour tenter d'y faire face ne peuvent manquer de rappeler Juliet. La douleur, mot souvent repris, est d'ailleurs omniprésente dans les deux textes. Toutefois, la remise en question implicite de la capacité de l'écriture à penser les blessures indique déjà l'une des différences majeures entre les deux auteurs. D'emblée, chez Cohen, le ton désabusé est donné. On peut ainsi lire quelques pages plus loin, cette constatation sur la futilité d'une évocation écrite qui donne l'illusion de la proximité. Somptueuse, toi, ma plume d'or, va sur la feuille, va au hasard tandis que j'ai quelque jeunesse encore. Va ton lent cheminement irrégulier, hésitant comme en rêve, cheminement gauche mais commandé. Va, je t'aime, ma seule consolation. Va sur les pages où tristement je me complais et dont le strabisme morosement me délecte. Oui, les mots, ma patrie, les mots, ça console et ça venge. Mais ils ne me rendront pas ma mère. Si remplis de sanguin passé battant aux tempes et tout odorant qu'ils puissent être, les mots que j'écris ne me rendront pas ma mère morte. pp 8 à 9. Ce constat d'entrée de texte indique une démarche à l'opposé de celle de Juliet. L'écriture et la maîtrise du langage sont en effet pour ce dernier les moyens privilégiés de cicatriser les blessures et d'accéder à l'autonomie, en grande partie par la récréation de la vie de la mère. Chez Cohen par contre, l'écriture est perçue dans ses limitations et dans sa pauvreté. La consolation qu'elle offre est présentée comme illusoire ou au mieux éphémère. Les souvenirs relatifs à la mère sont l'occasion pour Cohen de reconnaître son ingratitude de fils et son insouciance. L'écrire ne sert qu'à se heurter à l'évidence, comme dans ces lignes représentatives de beaucoup d'autres. Ô prêtresse de son fils, ô majesté que je fus trop longtemps à reconnaître. Trop tard maintenant, page 16. De telles phrases scandent le récit, comme des sentences venant mettre un terme au souvenir qui fait irruption par le rappel de la mort et de l'absence. Parfois même, tout un chapitre est consacré au sentiment de la perte et de l'irrémédiable qui étreint l'auteur et le ramène à sa solitude sans qu'il y ait, semble-t-il, d'autre issue possible. Il en est ainsi du chapitre 4 qui commence par ces lignes. Elle ne parle plus, celle qui parlait si gentiment. Elle est piteusement finie. On l'a ôtée de mes bras comme en rêve. Elle est morte pendant la guerre en France occupée tandis que j'étais à Londres, page 35. Suit une évocation très directe de la mort, par une succession de phrases à la tournure impersonnelle. On l'a soulevée, muette, et elle ne s'est pas débattue, celle qui s'était tant affairée dans sa cuisine. On l'a soulevée de ce lit où elle avait tant songé à son fils, tant rêvé des cauchemars où son fils était en péril. On l'a soulevée, raidie, on l'a enfermée et puis on a vissé la boîte, page 36. Le chapitre se termine sur la notation d'une double solitude, celle de la mère dans sa tombe, celle du fils, dans l'espace clos de sa chambre où il transcrit le souvenir qui le ramène implacablement, cruellement, au vide du présent. Plus le lecteur avance dans le récit, plus précis se fait le portrait d'une relation mère-fils caractérisée par la connivence et une totale dépendance. Chacun était l'unique société de l'autre, page 58. À cet amour fusionnel vécu au quotidien s'oppose chez Juliet un amour qui s'exprime par-delà la mort et par texte interposé. Le récit de Juliet est propulsé vers un avenir prometteur par la vertu d'une écriture réconciliatrice. Celui de Cohen consacre un immobilisme dû à l'effet paralysant de la mort de la mère,
et de souvenirs qui ne font que réactualiser la douleur. Quand dans le récit de Juliet se succèdent les étapes de la vie, de l'enfance à la maturité, dans celui de Cohen l'auteur reste le petit garçon obéissant de 10 ans page 64 de son enfance, mais un enfant qui n'a d'autre horizon que la mort, comme s'il ne pouvait survivre à l'existence de celle qu'il adorait. Ô son mort du passé, fumée enfuie et dissoute saison. Les rives s'éloignent. Ma mort approche, page 70. La pensée de la mort devient une hantise, investissant le temps et l'espace du narrateur. Sa propre mort, mort de la mère, mort imminente d'inconnus croisés dans la rue, mort comme thème littéraire ou encore comme question philosophique. Le texte, qualifié dans les dernières pages de chant de mort, s'obscurcit par l'ombre portée de la disparition de la mère tant aimée. Parallèlement, la culpabilité envers la mère devient un leitmotiv du texte. Culpabilité de ne pas avoir été suffisamment attentif, patient, affectueux, fier d'elle, de lui avoir si peu donné, page 142. Culpabilité même de vivre quand elle est déjà morte. Ces deux ouvrages se font écho. Place centrale accordée à la mère, souffrance causée par sa disparition, besoin d'en laisser une trace écrite, sentiment de culpabilité, tout autant qu'ils se distinguent, structure du texte, aboutissement de l'acte de création. L'écriture du livre de ma mère est pour le fils le seul et bien piètre recours, un pis-aller par lequel l'auteur tente vainement de compenser sa négligence passée. C'est le seul faux bonheur qui me reste, d'écrire sur elle, page 103. Il sait la supercherie mais préfère croire en ses chimères. Je suis là, trompant ma peine d'orphelin avec des signes à l'encre, page 159. Dans Lambeau par contre, loin d'être un pis-aller, l'écriture est un outil privilégié, un pilier sur lequel se bâtit, certes avec lenteur et difficulté, l'identité personnelle. Elle comble un vide. Chez Cohen, elle ne fait que renvoyer à une absence qu'elle ressasse de manière obsessionnelle, et dont elle ravive la conscience plutôt que de la rendre plus supportable en la transmuant par la création artistique. Libératrice chez l'un, asservissante chez l'autre, l'écriture de ces deux textes révèle non seulement la manière dont sont perçues l'identité personnelle et le rapport à l'absence maternelle, mais aussi l'écriture elle-même quand celle-ci est envisagée dans le réseau des liens qu'elle tisse avec la mère disparue. Nourrie par la douleur dans les deux cas envisagés, le processus de reconstruction de la figure maternelle mène à une découverte de soi par l'écriture de la mère chez Juliet. La crise de la filiation chez Proust et chez Houellebecq. Bruno Viard, Université de Provence. Peut-être, les générations vous paraîtront plus importantes que les classes. Sans doute y a-t-il quelque ironie et quelque provocation à rapprocher notre plus grand styliste, auteur d'une œuvre cathédrale universellement admirée, avec un déconstructeur à scandale réputé ne pas avoir de style et ne laisser que de la cendre derrière lui. Par-delà d'immenses différences, j'espère qu'il y a quelque pertinence à confronter l'auteur qui ouvre le XXe siècle et celui qui le clôt. Au plan sociologique, Proust, malgré sa critique du réalisme et du naturalisme, a laissé une comédie humaine comme Balzac et comme Zola. À une époque où l'intimisme et le formalisme dominent le roman français, Houellebecq propose une œuvre de grande portée, un diagnostic sur la société occidentale à l'époque de la mondialisation. Les deux œuvres proposent donc à un siècle de distance deux visions panoramiques sociologiquement structurées. Ce n'est pas par ce biais que le thème psychologique de ce colloque nous demande d'aborder les choses. Les deux œuvres largement autobiographiques de Proust et de Houellebecq contiennent chacune un récit d'enfance dominé par les péripéties de la relation avec la mère. Cette relation commande largement les relations ultérieures avec l'autre sexe et avec l'entière société, jusqu'à la vie elle-même. Dans les deux cas, la psychologie commande le regard sociologique, puis le regard existentiel. Dans les deux cas, autant que sur la relation du fils avec sa mère et sa grand-mère, on se penchera en aval, sur la relation de ce fils avec ses partenaires féminines pour constater une perpétuation du déséquilibre affectif qui débouche sur l'impossibilité du couple. Chez Proust, un fil discret mais certain relie la déception jalouse dont la mère est l'objet, l'impossibilité de l'amour réussi avec les jeunes filles, et finalement le dégoût du monde et de la vie, puis enfin le saut dans l'art pur. Ce cheminement ne diffère pas de l'itinéraire houellebéckien, au terme duquel l'écriture est le dernier rempart contre le suicide.
On aura matière à s'interroger sur la généralisation à l'œuvre, dans les deux cas. Houellebecq ne parle-t-il que de lui, ou offre-t-il un juste miroir de notre temps? De quel droit Proust généralise-t-il, comme il le fait, à l'amour et aux hommes des analyses qui semblent d'abord ne concerner que la névrose du petit Marcel? Il convient de souligner que les rapprochements que suggèrent les deux œuvres procèdent de contextes psychologiques et sociologiques complètement différents. Michel fut un enfant délaissé dans le contexte anomique des années 1960 et 1970, et Marcel un enfant surprotégé dans une ambiance familiale moralisatrice. Alors causes opposées, résultats analogues? Il est évident que le monde dans lequel fut projeté le petit Michel diffère complètement du monde proustien. Concernant la famille et les relations sexuelles, le monde houellebéckien est caractérisé par l'anomie pour reprendre un concept durkheimien. Le mariage d'amour est le grand objet de nostalgie, l'idéal perdu. Une citation prise dans Jean Santeuil suffira à montrer le chemin parcouru ou perdu. Un mariage d'amour, c'est-à-dire fait par amour, y serait considéré, selon les anciennes idées de Madame Vinteuil héritées de son père, Monsieur Sandré, comme preuve de vice. Mais l'amour suit le mariage et dure toute la vie. Et on ne cesse pas plus d'aimer son mari qu'on ne cesse d'aimer sa mère. En résumé, si le mariage d'amour n'est pas encore à l'ordre du jour pour la génération des parents et des grands-parents de Jean, il ne l'est déjà plus lorsque les héros de Houellebecq arrivent au monde. Il est dit de Michel: la génération précédente avait établi un lien d'une force exceptionnelle entre mariage, sexualité et amour. Cet optimum des relations homme-femme dans les années 1960 a malheureusement été balayé par les mœurs californiennes acclimatées en Europe à partir de 1968. Nous avons affaire à deux romanciers qui décrivent une crise de la filiation. Les générations sont au cœur de leur problématique. Il est un point où les particules touchent la recherche, ce sont les intermittences du cœur. Parmi les nombreuses occurrences de la mémoire involontaire dans l'œuvre de Proust, l'une touche plus nettement au sentiment que les autres. Une sensation synesthésique, l'attitude de se pencher pour délasser des bottines dans un moment de grand épuisement cardiaque ranime l'amour de la grand-mère tant aimée, mais que l'adolescent dans son égoïsme n'a guère pleuré à sa mort. Ce texte, peut-être le plus émouvant de la recherche, semble avoir été décalqué par Houellebecq. La grand-mère qui a remplacé la mère de Bruno avec un dévouement admirable a péri en renversant sur elle-même une bassine d'huile bouillante, pour préparer des beignets de courgettes à son petit-fils. Le renvoi au personnage de Proust est presque transparent. Plusieurs années après la mort de sa grand-mère, Bruno se souvient d'elle avec une émotion elle aussi intermittente, page 54, mais tandis que Proust conclut son roman en affirmant « La vraie vie, c'est la littérature ». Houellebecq écrit « La vraie vie, c'était la vie avec sa grand-mère », page 55. Le point commun entre les deux romanciers est qu'une relation difficile avec la mère est rattrapée ou compensée par la tendresse réciproque de la grand-mère et du petit-fils. Mais deux différences doivent immédiatement être soulignées. Premièrement, Houellebecq accuse toute la génération 68 occidentale d'abandon d'enfants. La déficience maternelle acquiert donc une portée sociologique. Elle est le symptôme le plus grave de l'extension de la lutte libérale au domaine sexuel donc familial. Le cas de Marcel est tout à fait différent puisqu'il se donne comme singulier, et ne prétend en aucune façon que sa relation avec sa mère puisse être représentative des familles françaises de la bourgeoisie. Deuxième différence, si Proust et Houellebecq se donnent à voir l'un et l'autre comme des enfants mal aimés par leur mère, il est clair que la plainte de Houellebecq est largement légitime et justifiée. Il fut, comme ses personnages, abandonné et remis à la grand-mère par une mère préférant vivre sa vie, son biographe le confirme. La plainte de Proust est complètement abusive. Il fut plutôt un enfant trop aimé devenu tyrannique, et réclamant toujours plus. Le narrateur se décrit comme un enfant qui veut sa mère, un enfant bourreau dont la mère sait qu'elle doit faire un homme, dont la nervosité est le souci de toute la famille, un enfant tyrannique et fusionnel exerçant pression et chantage, éprouvant du ressentiment devant la contrariété. Certes, une situation névrotique s'est développée chez Proust comme chez Houellebecq, mais pour des raisons opposées. La bonne distance n'a été trouvée ni dans un cas ni dans l'autre. Michel et Bruno furent des enfants délaissés, Marcel un enfant trop aimé. La mère de l'un fut une mère déficiente, celle de Marcel une mère admirable à laquelle Proust rend justice par ailleurs quand même. Trop ou trop peu.
Dans les deux cas, la pompe qui permet le fonctionnement de relations humaines fondées sur l'équilibre et la réciprocité n'a pas été correctement amorcée. À l'arrivée, l'enfant qui s'est vécu comme mal aimé développe une vision sinistre de la vie qu'on pourrait résumer en la disant schopenhauerienne. Houellebecq est tenté par la décomposition, celle de la famille, celle du corps social, celle du corps humain. Le cas Proust. La question est de comprendre par quel cheminement Proust et son héros en sont venus à partir de la déception originelle, causée par l'absence de la mère, à conclure à la défectuosité absolue des rapports humains en général, et des relations amoureuses en particulier. Ce cheminement est clairement indiqué dans la recherche, mais discrètement. Cette discrétion nous intéresse car elle fait contraste avec la profusion des analyses concernant la psychologie amoureuse ou le snobisme. Certes, le narrateur de la recherche répète souvent que l'apaisement que lui procurait le baiser d'Albertine prolongeait celui du baiser maternel. Mais des textes plus rares poussent l'analyse beaucoup plus loin. J'en ai relevé 3. La scène du baiser maternel refusé est suivie d'une anticipation sur l'attente dont plus tard, les jeunes filles seront l'objet. Cette angoisse qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas, où l'on ne peut pas le rejoindre, c'est l'amour qui l'a fait connaître à Swann, l'amour auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaparée, spécialisée. 30. Les amours de Swann, on le sait, ne sont qu'une anticipation de celle du narrateur. Ce texte nous dit que l'angoisse de l'attente de la mère et la matrice, c'est le cas de le dire, des attentes amoureuses futures. Ce texte révèle aussi une dimension jusque-là absente du récit du baiser refusé, la jalousie. Tel est en effet le mot propre pour nommer l'angoisse qu'il y a à sentir l'être qu'on aime dans un lieu de plaisir où l'on n'est pas. Le narrateur a donc été jaloux de Swann. C'est un triangle qu'on voit donc se dessiner et non un rapport dual. La suite du texte y revient en insistant sur la fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyons que des tourbillons ennemis pervers et délicieux entraînaient loin de nous, la faisant rire de nous, celle que nous aimons. 31. Tous les sentiments mauvais de la frustration, de la jalousie et du ressentiment sont ici en train de s'engouffrer dans la psyché du jeune garçon pour y tracer un pli profond. Dans un autre passage, la ville de Trieste devient une cité maudite aux yeux du narrateur parce qu'Albertine vient de lui révéler qu'elle y a passé ses meilleures années en compagnie de l'amie de mademoiselle Vinteuil, et qu'elle connaissait presque aussi bien cette dernière. Il commente de Trieste, de ce monde inconnu où je sentais que se plaisait Albertine, où étaient ses souvenirs, ses amitiés, ses amours d'enfance, s'exhalait cette atmosphère hostile, inexplicable, comme celle qui montait jadis jusqu'à ma chambre de Combray, de la salle à manger où j'entendais causer et rire avec des étrangers, dans le bruit des fourchettes, maman qui ne viendrait pas me dire bonsoir, 2121. Un troisième texte appartient à un précieux et rare moment d'équilibre instable où le narrateur possède enfin Albertine sans s'être encore tout à fait lassé d'elle. Chaque soir avant de le quitter, Albertine glissait sa langue dans sa bouche comme un pain quotidien, 3-10. Ce viatique, cette hostie sacrée a le même pouvoir d'apaisement que le baiser de maman dans les lointains soirs de Combray. Proust ajoute « J'eusse été bien étonné dans ce temps-là si l'on m'avait dit que je n'étais pas entièrement bon et surtout que je chercherais jamais à priver quelqu'un de ce plaisir. Je me connaissais sans doute bien mal alors, car mon plaisir d'avoir Albertine à demeure chez moi était bien moins un plaisir positif que celui d'avoir retiré du monde où chacun pouvait la goûter à son tour, la jeune fille en fleurs qui, si du moins elle ne me donnait pas de grande joie, en privait les autres. Aimer charnellement, c'était pour moi, jouir d'un triomphe sur tant de concurrents, 3,77. La recherche est donc l'histoire d'un sevrage qui a mal tourné. Le narrateur est déçu, et quand il ne souffre plus de l'absence de sa mère, il souffre de sa présence, conscient de l'abus de pouvoir qu'il est en train d'exercer, de leur mutuel défaut d'autonomie. C'est ce défaut d'autonomie qui se répète chez le futur amoureux, éternel insatisfait, incapable de désirer et de posséder en même temps. Avec maman, le désir compulsif était insatiable, se transformant en ressentiment s'il n'était pas satisfait, en culpabilité s'il l'était. La maladie du désir relève d'une frustration essentielle qui se transforme vite en abus de pouvoir. Même chose avec les jeunes filles. Au lieu que ce soit l'objet, c'est finalement l'obstacle qui fait naître le désir. Bien sûr, quand l'obstacle tombe, l'objet perd tout intérêt. D'où l'alternative insurmontable entre l'angoisse et l'ennui.
Angoisse quand Albertine n'est pas là, ennui quand elle y est. L'intrication est complète et insurmontable entre les nœuds d'affect douloureux éprouvés jadis auprès de maman, et maintenant auprès d'Albertine. Marcel s'y empêtrera 100 fois jusqu'à ce qu'il tranche le nœud gordien et fasse le saut dans l'art pur. Dans le temps retrouvé, au moment des bilans, tous les plaisirs mondains se trouvent définitivement dévalués. On s'aperçoit que lorsque Proust affirme que le monde est le royaume du néant, bien plus que le seul faubourg Saint-Germain, c'est l'entière cité terrestre au sens de Saint-Augustin ou de Pascal qui se trouve disqualifiée. Personne sans doute ne regrettera que Proust se soit livré à une impitoyable critique des snobs et du snobisme. Mais au moment de faire l'addition de ces déceptions, avec ses adieux au salon du Faubourg Saint-Germain, c'est de la politique, l'affaire Dreyfus, la Grande Guerre, de l'amitié et de l'amour qu'il fait définitivement son deuil, 3, 875 SQQ, pour embrasser la religion de l'art. Anne-Henri n'a pas tort de dire que la recherche paraphrase les bandits de grand chemin par un retentissant « l'art ou la vie ». Le désir proustien est un désir malade qui ne se satisfait jamais de ce qu'il possède, qui désire ce qui est hors de portée et qui se lasse tout de suite s'il l'obtient. Or ce désir malade est clairement donné comme le résultat de la névrose du petit Marcel et de ses relations infantiles avec sa mère. À partir de là, on ne voit pas ce qui permet à Proust la généralisation à laquelle il se livre quand il se met à parler de l'amour avec un grand A, des hommes et des femmes en général, et à utiliser le nous, comme il fait souvent à la place du je. Il y a là, à mon sens, un coup de pouce qui permet d'affirmer que la recherche est une pyramide instable, posée sur la pointe. Le temps retrouvé et l'hypostase de l'art qu'il contient se déploient sur la ruine de tous les engagements intramondains au premier plan desquels figure l'amour. Mais la démonstration repose sur la plus fragile des bases, la névrose du petit Marcel, la jalousie envers maman qui se reproduit avec les filles. Le cas Houellebecq. On compte 4 générations dans les romans de Michel Houellebecq. Celle de ses personnages, celle de leurs parents, celle de leurs grands-parents, celle aussi de leurs enfants. Les personnages contemporains du romancier sont les fils et les filles de 68 arts arrivés à l'âge adulte, et qui poussent un cri de souffrance accusateur. « Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette génération accuse ses parents d'abandon d'enfants. Elle accuse même l'Occident moderne tout entier d'abandon d'enfants. Janine, la mère de Michel et Bruno, a puisé directement à la source californienne qui a coulé en France à partir de 1968. Nés de pères différents, ces demi-frères qui ne se connaissent même pas ont été expédiés, vite fait, chacun chez une grand-mère, afin que Janine puisse continuer à mener sans contrainte son existence excitante. On compte déjà 3 générations directement impliquées dans la problématique houellebecquienne. Grand-mère, parents, enfants. Michel et Bruno dans les particules souffrent du syndrome de l'enfant abandonné. La souffrance est immense et les conséquences effrayantes. Les grand-mères héroïques de Michel et de Bruno n'ont pu que différer la catastrophe, leur assurant une enfance à peu près heureuse suivie d'une adolescence atroce. On a vu que Houellebecq a magnifié ces personnages de grand-mère en les plaçant sous le patronage de Proust. Seulement la carence initiale se met à faire des ravages à partir de la puberté. Le défaut de reconnaissance dont sont victimes Michel et Bruno provoque une inhibition irréversible et douloureuse au moment de leur rencontre avec le monde, particulièrement avec les filles. Michel ne se sert de sa bite que pour pisser. Bruno, lui, se masturbe en rêvant de fellation. Ni dialogue, ni échange avec aucune fille. Entre les générations, il n'y a que des ruptures. Bien sûr, Janine, partie en Californie, n'est pas rentrée pour l'enterrement de son père. Ses propres enfants qu'elle a abandonnés répondent à l'indifférence par la haine. L'attitude de Michel et Bruno devant l'agonie de leur mère a tout d'un crève-salope, hurlé en réponse aux familles je vous hais, dont ils ont pâti. Et ça recommence dans Plateforme. L'ouverture de l'étranger, aujourd'hui maman est morte. Paraît bien pâle quand on lit celle de ce roman. Le vieux con était mort, page 31. Voilà toute l'oraison funèbre que trouve à faire un fils en deuil. On retrouve tout ce drame familial dans la possibilité d'une île puisqu'à 35 ans, le prophète a eu un fils avec une fille qui s'est suicidée. Il a abandonné ce fils qui a été recueilli par ses grands-parents, amèrement déçus par l'égoïsme jouisseur et irresponsable de leur fils, celui de toute une génération, page 321.
Et la 4e génération. Celle-là n'est qu'une ombre. Le plus probable est que les enfants du hasard ne produisent à leur tour que des enfants du hasard. Ainsi, Christiane a eu un fils qui a très mal tourné, sûrement parce qu'elle n'en a pris aucun soin. Il est sûr qu'elle se sentirait plus libre s'il se tuait en moto. Pareil avec le père. Est-ce que les fils ont vraiment besoin d'un père ? Ce qui est sûr, c'est que lui n'avait nullement besoin d'un fils, page 185. Bruno, c'est la même chose. Quand il a la garde de son fils, celui-ci reste 15 heures par jour vautré devant la télé. Le pire, c'est le moment du repas, du surgelé, car ils n'ont rien à se dire. On dit que la commensalité est le propre de l'homme. Jean-Yves, dans Plateforme, bénéficie de fellations hebdomadaires tarifées de la part de la baby-sitter de ses enfants pendant que sa femme se prostitue dans un club sadomaso. Surpris par son fils, il a ce cri de vérité. La confusion des générations était grande et la filiation n'avait plus de sens, page 303. C'est exactement le même désastre dans la possibilité d'une île. Daniel a chassé son propre fils. La pensée de vivre sous le même toit que ce petit trou du cul m'aurait été insupportable, page 321. Le jour du suicide de mon fils, je me suis fait des œufs à la tomate. Je n'avais jamais aimé cet enfant. Il était aussi bête que sa mère et aussi méchant que son père. Sa disparition était loin d'être une catastrophe. Des êtres humains de ce genre on peut s'en passer, page 30. Houellebecq montre donc la reproduction d'une génération à l'autre de comportements d'enfants mal aimés, qui deviennent des parents mal aimants. Retour à Proust. L'œuvre de Houellebecq se clôt sur un pessimisme noir, qui n'est allégé que par une nostalgie de la famille perdue et un désir intermittent et sans succès de refonder un couple et une famille. Cette velléité n'existe même pas chez Proust. On distinguera le point de départ, Combray, et le point d'arrivée, le temps retrouvé. Le saut dans l'art pur se produit au terme d'un enchaînement apparemment rigoureux qui commence par la frustration du baiser refusé, en passant par toutes les frustrations que la vie inflige. Mais la rigueur de cet enchaînement me paraît souffrir de 2 difficultés de structure que je nommerai un coup de pouce et une disparition. Le bilan de Combray, peinture de la famille, est mitigé. Si Combray a toutes les qualités d'un paradis perdu, la maison familiale n'est pourtant pas exempte de ridicule, d'un net conformisme moral, d'un certain snobisme aussi. Et c'est bien sûr le lieu de la frustration fondatrice de la conscience proustienne. La figure de la grand-mère est, elle, intacte. Elle rassemble et symbolise toutes les vertus de la famille, sans en avoir aucun des petits côtés. Dans ces conditions, au moment des grands bilans du temps retrouvé, l'effacement des valeurs qu'elle incarne constitue une lacune mystérieuse. Une débâcle emporte pêle-mêle l'amour, l'amitié, les salons, les voyages, la politique. Tout des prétextes pour se détourner de la seule tâche qui importe, l'œuvre. Et la famille ? Elle n'est ni défendue ni récusée. Elle n'est tout simplement pas convoquée. À cela, 2 raisons simples peuvent être avancées. Premièrement, il faut être 2 pour faire un couple et une famille, or l'impossibilité du couple a été établie. La deuxième raison est extérieure à la recherche, mais non à Proust, l'homosexualité. Bien sûr, ces 2 obstacles qui se rejoignent pour empêcher la formation d'un couple hétérosexuel sont insurmontables, mais du coup, il n'est pas fait justice aux valeurs authentiques incarnées par la grand-mère qui ont accompagné l'éducation du narrateur et qu'il a redécouverte de façon si bouleversante dans son cœur intermittent. Tout se passe comme si par une nouvelle intermittence du cœur inversant la précédente, la tendresse était à nouveau occultée et que ce soit sur cette occultation que s'élève le tremplin qui permet le saut dans l'art pur, lequel n'est pas présenté comme un choix personnel, mais comme une injonction adressée à quiconque se soucie de vivre la vraie vie. Quelle raison aurais-je d'accomplir ce saut si je ne suis pas homosexuel, et si j'aime ma femme ? Le coup de pouce, je l'ai déjà suggéré, c'est la généralisation à l'entière humanité d'une crise qui ne concerne que le petit Marcel. La disparition, c'est celle des valeurs de tendresse incarnées par la grand-mère. Le résultat de ce coup de pouce et de cette disparition, c'est le pessimisme sec de l'œuvre proustienne que j'illustrerai d'une seule citation qui serre le cœur, extrait de Jean Santeuil, mais que toute la recherche vient confirmer. Jean comprit que si nos amours pour les choses ressemblent à nos amours pour les personnes et les vanités, pourtant nous aurions tort de croire qu'il y a dans ces amours le même néant que dans les autres. S'il ne voudrait plus recommencer à aimer mademoiselle Kossicheff,
il recommencerait toujours à aimer avec les mêmes délices à écrire au soleil malgré le vent en regardant la mer. JS 391. La conclusion provisoire de Jean Santeuil indique pourtant ce qu'aurait pu être la recherche si Proust avait emprunté un autre chemin. Intitulé La vieillesse des parents de Jean, ce chapitre contraste avec la recherche où les parents du narrateur s'estompent sans mourir, ni même vieillir, et où la conclusion du phénomène générationnel et de la filiation est escamotée. La conclusion de Jean Santeuil est au contraire une méditation sur la succession des générations. Jean voit que par amour pour lui, sa mère éprouve de l'indulgence et de la sympathie pour des personnes que sa morale aurait dû condamner comme un journaliste mêlé à des affaires louches ou une femme qui a eu des amants, parce qu'ils apprécient Jean et peuvent le protéger. L'amour est notre grand initiateur, commente Proust décrivant la mère de Jean devenue plus tolérante envers la vie mondaine, et finissant par aimer même les défauts de son fils. Celui-ci ressemble à tous les jeunes de sa génération, lesquels ont sur leurs parents une influence comparable. C'est la loi de ces générations de se laisser tendrement dominer par celle qui vient après elle, comme la vague s'infléchit caressante sous la vague qui bondit joyeusement sur elle, page 875. En réalité, ce n'est pas un phénomène éternel comme le flux et le reflux que décrit Proust, mais une rupture historique profonde. Il continue en effet en écrivant « Les changements dont nous parlons se réaliseront dans les fils de son fils s'il en a, peut-être en ce fait que ce fils n'aura pas de fils mais pas en elle. C'est donc la rupture du lien de filiation qui est en train de se jouer, soit que Jean n'ait pas de fils, soit qu'il ne lui porte pas le même amour parce que pour lui la famille ne sera pas sacrée. » Proust salue avec émotion cette famille dont les préjugés irritaient tant l'adolescence de Jean. Cette maison, regardez-la une dernière fois, c'est la maison antique. De telles maisons, on en voit qui se ferment chaque jour, mais on n'en voit pas qui se reconstruisent, et Proust se demande pour quelle femme désormais, son père et sa mère, son mari et son enfant seront tout, page 877. Cette page semble résumer la bifurcation proustienne, devant le dilemme nietzschéen, au liberi au libri. Proust a préféré les livres aux enfants, non sans jeter un regard attendri sur le choix opposé que faisaient ses ancêtres bourgeois depuis les vieux Romains. La problématique générationnelle est exactement celle de Houellebecq puisque lui aussi décrit une rupture de filiation, mais il emporte le deuil beaucoup plus que Proust, certes nostalgique dans la fin de Jean Santeuil, mais qui a fait le choix opposé dans le temps retrouvé. Philippe Villain se penche sur le miroir de son enfance. Sabine Van Westmael, Université d'Amsterdam. Philippe Villain, ex-amant d'Annie Ernaux, est l'auteur de 4 romans et d'un recueil. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.